Bonjour, mon invitée aujourd'hui est Véronique Richer-Leroux, journaliste spécialisée dans le fromage et le lait. Alors, le premier ouvrage, France, ton fromage fout le camp, et le dernier, La vache qui pleure. Véronique, tout de suite la première question, est-ce qu'on peut encore boire du lait? Ça, c'est la grande question. Oui, on peut boire encore du lait, mais il faut le choisir. C'est-à-dire que moi, je dis il y a lait et lait. Les laits industriels UHT, c'est-à-dire ultra haute température, ce qu'on trouve majoritairement dans les magasins, qui sont des laits morts, comme je le démontre dans le livre, que j'ai fait analyser, etc. Et puis, vous avez ensuite toute une batterie de laits qu'on nous propose en frais, qui ne sont pas plus vivants qu'un pied de chaise. Et puis ensuite, vous avez les laits crus, qui malheureusement ne sont pas très faciles à trouver, mais enfin de plus en plus quand même avec les magasins bio, avec certains rayons frais de grande surface qui le proposent un petit peu. Et les laits crus, eux, sont intéressants pour la santé. Bon, alors comment on peut, en tant que simple consommateur, s'y retrouver? Eh bien, le consommateur doit aujourd'hui s'informer, lire et regarder les étiquettes. Ça, c'est un peu à la fois un challenge et en même temps, je dirais que c'est pas insurmontable non plus dans la société d'information qu'on a. Aller sur Internet, se documenter. Alors certes, on ne peut pas se promener avec un petit kit d'analyse. Ou votre livre voilà, on peut pas se balader avec un kit d'analyse sur soi, mais en tous les cas, on peut quand même faire en sorte de se prémunir d'un certain nombre d'aliments détériorés et inertes. Le lait n'étant pas d'ailleurs le seul produit qui est concerné, puisque d'autres produits sont totalement inertes, mais le lait étant quand même l'aliment central de la filière agroalimentaire et surtout de notre alimentation. Et oui, parce que puisque c'est notre le lait, base alimentaire. c'est ça, c'est consommé par les enfants tout petits, et juste après l'allaitement maternel, c'est le seul aliment que l'enfant peut boire, c'est le lait. Donc il y a quand même un vrai problème sur le sujet et on n'en parle pas beaucoup. Alors justement, ce livre est très précieux parce que vous avez mené une enquête formidable avec des études qui ont été faites très, très poussées, des expériences aussi. On en déduit que boire du lait, ça peut rendre malade, selon certains, alors que vous démontrez qu'au contraire, boire du très bon lait, c'est la base de la santé. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une campagne anti-lait qui est organisée depuis des années, qui consiste à dire que comme le lait devient indigeste et toxique, et là j'y souscris, il ne faut plus boire de lait. Et ça, c'est l'erreur. Il faut clairement dire, en effet, il y a des laits industriels toxiques qu'il faut éviter, absolument, parce qu'ils ils ne contiennent plus les nutriments utiles et qu'en plus, ils sont même, je dirais, presque comme un poison, dans le sens où ils abîment le climat intestinal et ils ont beaucoup d'inconvénients, en fait. Et vous avez ces laits crus, fermiers, non homogénéisés, non traités, vraiment ce retour à la naturalité qui est nécessaire, qui, eux, se présentent beaucoup d'intérêt, beaucoup de bénéfices pour la santé, et je publie dans le livre une étude scientifique d'ailleurs qui démontre que le lait cru consommé dès le plus jeune âge a des vertus immunitaires, c'est-à-dire qu'il renforce le système immunitaire de l'enfant et il attrape moins de maladies infantiles, il est beaucoup moins allergique. Il faut savoir que les sociétés occidentales fabriquent des allergiques, on a des gens allergiques à tout, maintenant, à la cacahuète, à tout ce qu'on veut, quoi. Et du coup, le lait cru est une parade à ces allergies. Alors le lait maternel, c'est celui qui est basique. Est-ce que le lait maternel peut être dénaturé par la consommation de lait par la mère? Parce que c'est compliqué cette histoire-là. Ça se transmet? Le lait maternel n'est pas contaminé en soi parce que le lait maternel est sain et stérile. C'est-à-dire qu'il y a un système au sein de l'organisme féminin qui permet de fabriquer un lait, même si la mère a consommé des produits très toxiques, le lait maternel ne le sera pas. Donc c'est vrai que le lait maternel reste quand même l'alpha, on va dire, de la chaîne alimentaire et surtout très utile pour le bébé, puisqu'en plus le bébé bénéficie des anticorps de sa maman, il bénéficie de tout le parcours immunitaire qu'on peut construire au fil de sa vie. Donc ça, c'est pour l'ensemble de la communauté scientifique, l'allaitement reste essentiel. Après, c'est vrai qu'on allaite de moins en moins longtemps et que du coup, on se retrouve contraint de nourrir son enfant avec des laits en poudre. De substitution. Là, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce lait en poudre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce lait en poudre? Il est composé de quoi? C'est un lait qui se rapproche du lait maternisé le plus possible. Alors, on essaye de mettre moins de protéines parce que le lait maternel n'a pas beaucoup de protéines. La nature de ces protéines est très différente du lait de vache ou du lait animal, parce que le lait de chèvre et le lait de brebis peuvent aussi nourrir les enfants. Pendant très longtemps, on a nourri les enfants comme ça. Et puis, les matières grasses ne sont pas les mêmes, donc on essaye de s'en rapprocher. Il y a des enzymes digestives présentes dans le lait maternel
c'est très difficile de les copier parce que le lait en poudre est trop traité. Et il faut savoir que le fait de faire un produit synthétique, entre guillemets, en rajoutant des huiles de poisson, c'est parce que quand on lit ce que vous écrivez, c'est une mixture absolument incroyable. Oui. Alors évidemment, on arrive sur le plan nutritionnel à dire oui, alors il y a suffisamment de matières grasses type insaturées, il y a suffisamment de protéines comme ça, il y a moins de caséine, parce que la caséine, c'est la protéine majoritaire dans le lait animal. Elle est en plus petite quantité dans les laits maternisés. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à copier le lait maternel, qui est hyper complexe quand même, et qui est un aliment qui est parfait, on va dire. Voilà. Donc comment copier la perfection? Et le sang, etc. Voilà, et donc du coup, les enfants digèrent très mal ces laits infantiles. Il y a une étude par l'INRA de Rennes qui montre que le lait est trop bétonné, entre guillemets. Alors c'est une expression évidemment que les scientifiques n'aiment pas bien, mais ça veut dire que les protéines s'agrègent quand on chauffe le lait trop, et on le chauffe trop pour des raisons sanitaires. Parce qu'à chaque fois que vous faites rentrer un nouvel ingrédient dans un lait, vous êtes obligé de retraiter pour être sûr que cet ingrédient ne va pas contaminer l'ensemble. Donc ça veut dire que ces laits infantiles sont parfois traités 7 à 8 fois. Donc ce qui veut dire que ça donne un produit complètement avec des protéines agrégées, etc. Donc très difficile à digérer, avec un calcium moins biodisponible, parce qu'il y a le calcium aussi qui rentre en ligne de compte. Oui, mais alors est-ce qu'on en trouve encore du calcium dans le lait? Alors, dans les laits maternisés, on en trouve, mais il est moins biodisponible. Et dans les laits UHT, on en trouve, mais aussi il est moins biodisponible. Alors, vous voyez toutes les campagnes autour du calcium, on dit qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour, etc. À mon sens, sont mensongères parce qu'on ne dit pas que d'abord, ces produits laitiers ne sont pas les mêmes. Un Cantal fermier n'est pas égal à un Babybel, vous en conviendrez. De même qu'un Kiri bourré de poudre n'est pas un équivalent à un fromage de type comté ou même un camembert AOP, etc. Donc malheureusement, sur le marché des fromages industriels, on ne trouve pas la même qualité. Et pourtant, les allégations, on va dire, santé du PPNS et de l'ensemble des institutions sanitaires, alors PPNS c'est une institution sanitaire comme d'autres, c'est le plan national nutrition santé, qui préconise 3 produits laitiers par jour, mais en réalité c'est complètement artificiel comme message, parce qu'il faudrait mieux dire mangez les bons aliments, mangez-en moins éventuellement, parce que 2 produits laitiers, voire 1 peuvent suffire, si on a sa dose de calcium. Et c'est vrai que dans un Cantal fermier, on a plus de calcium biodisponible, de même que dans un lait cru, on en a plus, ou dans un yaourt fermier, on en a plus, alors que dans un yaourt dont je ne citerai pas la marque, les yaourts qu'on trouve partout industriels sont bourrés de poudre et n'apportent plus l'essentiel au corps. Bien, donc comme vous le dites dans ce livre, on nous ment, on ne nous dit pas tout, on nous raconte n'importe quoi, donc il est très difficile de bien consommer. Même si on va s'informer, c'est difficile. Qu'est-ce que le lait pasteurisé? Parce qu'à force de le pasteuriser, il reste quoi? La pasteurisation, vous avez des barèmes normalement qui disent qu'on peut pasteuriser à moins de 100 degrés, c'est le point d'ébullition, et que justement ces pasteurisations protégeraient un peu les nutriments et laisseraient un lait vivant. Sauf que je me suis aperçue qu'en analysant ces laits, qui sont vendus en rayon frais, donc a priori avec une promesse différente, qui a priori se conserve moins longtemps, et bien ces laits en réalité ne sont pas différents des laits UHT qu'on trouve et qui ont une DLUO, donc une date limite optimum de consommation de 150 jours. Donc ce qui veut dire que c'est un peu une arnaque, parce que vous achetez votre lait frais en vous disant bon chouette, j'ai un lait plus vivant, et en réalité ce lait n'a pas de différence, donc quid des laits pasteurisés? Aujourd'hui la pasteurisation telle que Pasteur l'avait préconisé, et il avait raison. Je suis pas anti-pasteurisation. Oui, bien sûr, on a bien compris. Dans le sens où Pasteur, à l'époque, il faut pas oublier qu'il y avait le bacille de coque, que ça tuait beaucoup de gens, qu'il y avait la tuberculose qui circulait, etc. Il n'y avait pas les normes sanitaires d'aujourd'hui, les gens n'étaient pas au courant des gestes de base pour laisser un aliment intact à la sortie de la traite. Donc il y avait du bon là-dedans. Et c'est vrai que la pasteurisation des années 50, des années 30, des années 20, c'est plus du tout la pasteurisation d'aujourd'hui. On peut trouver des laits pasteurisés encore vivants, il suffit que la pasteurisation soit douce, qu'elle soit lente, c'est-à-dire avec une montée en température qui va laisser monter, détruire, mais progressivement, mais pas complètement, les nutriments, et surtout qui ne va pas matraquer le lait. Puis il y a aussi un autre problème que j'évoque, c'est l'homogénéisation. Alors l'homogénéisation, c'est un mot barbare qui veut dire en réalité qu'on passe le lait dans un homogénéisateur, c'est-à-dire la matière grasse avec, et que cette matière grasse est explosée en micelles de gras. Les micelles, c'est des toutes petites molécules à la taille de microns, et en fait c'est tellement petit que du coup l'organisme ne reconnaît pas
ces microns de gras et ne le digère pas. Ce qui veut dire que ce gras passe dans le sang, dans la lymphe, puis dans le sang. Donc en fait, ce sont des laits qui ont un effet plus gras à la sortie, même des laits demi-écrémés homogénéisés ont un effet plus gras qu'un lait entier cru qui lui a une matière grasse. Vous savez, les laits crus, vous avez la crème qui vient sur le dessus, etc., qui se mange à la cuillère. Et bien cette matière grasse-là, qui est en plus excellente au goût, quand même, faut le dire, se digère dans un processus normal, donc nourrit, donne un effet de satiété. Donc ça veut dire que si on prend des céréales le matin avec un bol de lait cru, on a beaucoup moins faim à 11h du matin, on n'a pas besoin de grignoter que si on prend le même bol avec du lait UHT. Et en plus de ça, ce gras a une vraie vertu digestive et digestible en quelque sorte, ce qui n'est pas le cas des gras homogénéisés. Alors, mais qui dit lait cru dit vache. Dans quelles conditions sont élevées les vaches? Où broutent-elles? Que broutent-elles? C'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a un autre paramètre, vous avez raison de le souligner, c'est l'élevage. Alors, il y a les traitements thermiques, ce que j'ai évoqué, toute la transformation industrielle, aussi à des fins, on ne l'a pas dit, je le précise quand même, que le fait de disséquer le lait en petites pièces détachées, aller chercher les matières grasses d'un côté, les protéines de l'autre, etc., c'est pas pour le bien du consommateur, mais c'est surtout pour le bien du porte-monnaie, parce qu'il faut savoir que tout ça se vend très cher. Et il y a l'élevage, donc l'autre paramètre, c'est en effet la nourriture des animaux, le fait de les médicamenter ou pas, le fait de les sortir ou pas. C'est les vaches, les chèvres et les brebis. Hein. C'est les trois animaux laitiers qui sont concernés. Évidemment, majoritairement les vaches, puisque c'est 97% de l'élevage, ce sont les vaches. Et aujourd'hui, il y a une vraie différence de qualité entre un lait qui est issu d'un élevage traditionnel où les vaches vont se promener dans l'herbe l'été, manger les petites fleurs, goûter les chardons et donner un lait riche en oméga 3. Les analyses le démontrent. Des parfums différents. Il y a une différence de qualité de produit à la base. Et de niveau de calcium aussi, ça c'était la grande découverte. J'ai voulu quand même faire analyser des laits en me disant ok, on me bassine avec le calcium depuis des années, alors je vais faire analyser ces laits. Et je me suis aperçue que il y avait des niveaux de calcium déjà au départ qui étaient très différents entre des laits industriels et des laits de ferme. Et c'est certainement lié au mode d'élevage, à la vie des animaux, parce que l'herbe est riche en fer, l'herbe apporte des minéraux, le soleil aussi, c'est important, la vitamine D. Alors aujourd'hui les vaches ne sortent pas, on voit de moins en moins de vaches dans les prés quand même, vous avez remarqué quand il n'y en a pas. Sur l'île de Ré, je viens d'apprendre qu'il y en avait 4, on en parlera. Et donc forcément, cette alchimie extraordinaire que la nature nous apporte est mise à mal quand vous avez des animaux qui sont incarcérés 365 jours dans l'année et qui ne voient jamais le soleil. Donc on ne peut pas faire confiance au lait qu'on achète dans les rayons, on ne peut pas faire confiance non plus à l'éleveur. Alors comment s'y retrouver? Eh bien, encore une fois, il faut de plus en plus se rapprocher des produits bio, parce que les produits bio déjà présentent au moins l'intérêt de l'élevage, c'est-à-dire la garantie que les vaches sortent, ou les chèvres ou les brebis, que l'alimentation est saine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bourrée de maïs, de soja et de tourteaux de colza qui acidifient terriblement la qualité du lait, c'est-à-dire qu'on en trouve beaucoup trop, alors j'ai parlé en jargon, mais acide palmitique qui est beaucoup trop haut dans le lait et qui est toxique. Et je dirais que ces produits bio apportent déjà cette garantie. Après, même en bio, on trouve de l'ultra haute température, ce qui est bien dommage, parce que c'est une contradiction entre être bio et tuer la vie. Parce que bio, ça veut dire vie. Et donc, il faut plutôt se tourner vers des produits non transformés, c'est-à-dire non homogénéisés, non chauffés, le moins possible. Et en magasin bio on en trouve, mais on en trouve aussi dans les grandes enseignes de grande distribution, on en trouve. Je l'ai trouvé l'autre jour à Saint-Martin-de-Ré, au Leclerc de Saint-Martin-de-Ré qui vend le lait cru, et d'ailleurs c'était dévalisé. Je suis revenue 10 minutes après, il n'y a plus de lait cru. Alors ceux qui me disent le lait cru ne se vend pas, je ne sais pas où ils ont vu ça, mais moi chaque fois que je passe dans un rayon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, donc les gens sont quand même très à l'écoute et font très attention. Il semblerait que oui. Vous le disiez tout à l'heure, on est allergique soi-disant au lait, mais enfin c'est pas au lait qu'on est allergique, on est allergique à tout ce qu'il n'y a plus dans le lait en fait. Absolument, en gros, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire c'est un produit mutant que notre organisme ne reconnaît pas et donc le rejette. Alors ça peut se faire sous forme d'allergie qui est une réaction immunitaire forte, parfois disproportionnée, et vous avez aussi des intolérances, celles qu'on connaît mal, c'est-à-dire on a mal au ventre, on a mal à la tête,
on se sent pas bien, voilà, alors c'est difficile à dire, on sait pas d'où ça vient, mais on constate que quand on supprime le lait, ça va plutôt mieux. Mais quand on boit du lait cru, on s'aperçoit aussi que ça passe très bien. Moi par exemple, je ne supporte pas le lait UHT, ça me donne immédiatement mal au ventre. Je bois du lait cru, évidemment j'en bois pas non plus des litres, c'est évident, j'ai plus 3 ans. Mais on n'en a pas besoin d'une grande quantité. Pas forcément, mais en plus le lait peut se consommer sous forme de yaourt, sous forme de fromage blanc, de crème caramel que vous pouvez faire chez vous. Avec du lait cru, c'est délicieux. Vous pouvez le cuisiner. Alors, je peux vous dire qu'un riz au lait avec du lait cru, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir. Vous avez une saveur crémeuse, noisetée, voilà. Enfin, c'est un vrai bon dessert si vous faites le même riz au lait avec un lait UHT. D'abord, il va être beaucoup plus long à cuire parce qu'il n'y a plus de matière grasse qui ne se tiennent pas, donc la texture n'est pas du tout la même. C'est pour ça d'ailleurs que j'explique dans mon livre que les produits laitiers sont archi complémentés en produits supplémentaires qui n'ont aucun intérêt, type calcium rajouté parce que ça acidifie, type ferment rajouté, type antibiotiques, conservateurs, liants, gélatine animale, enfin et j'en passe. Donc quand vous mangez votre petite... on est effrayés. Le yaourt liquide, vous mangez en même temps de la graisse de porc, c'est sympathique. Ah oui, c'est bien ça, on ne doit pas manger de porc. Oui, non mais c'est effrayant. Donc... Alors comment faire? Bon, on a bien compris, le consommateur doit s'informer, il peut s'informer, c'est ok. Mais comment lutter contre ces gros groupes industriels, ces gros groupes laitiers qui sont énormes, qui brassent des milliards? Comment lutter pour essayer d'obtenir une consommation, un produit de mieux en mieux adapté à nos besoins? Je pense que les consommateurs ont un rôle prédominant dans le sens où ils peuvent privilégier d'abord des circuits courts. S'ils habitent à la campagne, allez voir s'il y a une ferme à côté qui éventuellement serait d'accord pour leur en vendre du lait cru et voilà, et ça permet en plus de voir un peu comment ça se passe l'élevage, donc c'est très bien. Il y a beaucoup de fermes qui vendent maintenant du lait cru en direct, c'est parfaitement permis. Vous avez quand même des magasins bio bien plus nombreux en France qu'il n'y avait il y a 30 ans, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et vous avez aussi Internet, j'ai vu récemment qu'un site Internet s'est monté à Paris, enfin dans la région parisienne, et livre du lait cru tous les jours aux gens qui le souhaitent, et ce lait vient d'Île-de-France. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même des solutions, et je pense que ces solutions peuvent être encouragées si les consommateurs on montre une envie de consommer ça. Bien. Alors, donc c'est encourageant, on peut consommer du lait et on peut manger du fromage. Alors, le fromage, c'est la suite du lait. Comment fait-on pour s'y retrouver avec une étiquette? Alors, le fromage, c'est pareil, il faut regarder les crus ou pas les crus. Les fromages ou les crus sont excellents pour tout le monde, y compris pour les femmes enceintes. Et là, dans l'étude que je publie, le lait cru est conseillé aussi pour les femmes enceintes à l'état liquide parce qu'il forme le système immunitaire de l'embryon. Et les fromages au lait cru jouent ce rôle aussi. Parce que le lait cru n'étant pas détérioré par la cuisson, il reste et il apporte tous ces bénéfices de nutriments, micro-organismes vivants et toute cette richesse florale du terroir, parce que le fromage c'est le terroir, le lait c'est le terroir, c'est l'expression en fait de tout ce microbiote qu'on a complètement tué avec les traitements hygiénistes, trop hygiénistes. Donc la femme enceinte peut aussi manger du lait cru. Les enfants, c'est excellent parce qu'ils ont plus de calcium et évidemment tout ça aussi, ces micro-organismes et tout ce que je viens de décrire. Et puis à tous les âges de la vie, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le fromage est une protéine essentielle, qu'en plus vous n'avez pas besoin de faire la cuisine. Vous rentrez à 23h chez vous, vous n'avez rien dans votre frigo, vous avez du fromage, une salade, c'est parfait, vous avez mangé. C'est une protéine très riche, très intéressante pour l'organisme. Et pas si grasse que ça. Parce que cholestérol, il est reçu encore? Pas du tout, parce que je prends le cas du camembert. Alors le camembert, c'est vrai que le fromage était discriminé en étiquetage, puisque pendant des années on mettait les matières grasses sur le poids total. Alors que tous les autres produits laitiers avaient sur l'extrait sec. Non, c'est l'inverse, pardon. Ils étaient étiquetés sur l'extrait sec et pas les autres produits. Ce qui veut dire que vous aviez un camembert marqué à 45% de matière grasse sur l'extrait sec. En réalité, si vous prenez votre camembert, qui a quand même 80% d'eau, si vous raisonnez poids total, vous êtes à 27% de matière grasse. Donc 27% de matière grasse, c'est pas non plus la mer à boire. Non. Et c'est du bon cholestérol. Oui. Dans ce cas-là. Il y a aussi du gras à l'intérieur qui est de l'oméga 6, mais vous avez aussi de l'oméga 3. Et c'est cet équilibre
qui fait que le corps va métaboliser en quelque sorte ce gras correctement. Parce qu'il y a aussi du calcium à l'état naturel et non pas rajouté. Il y a aussi des vitamines à l'état naturel. Et ces produits qui existent dans la nature, quand ils sont synthétisés et rajoutés après coup, ils n'ont pas du tout la même qualité et le corps ne métabolise pas pareil. C'est pour ça d'ailleurs que les gens autrefois mangeaient gras, beaucoup plus gras en réalité, et ils étaient minces. Oui, mais ils se dépassaient plus, ils bougeaient plus. C'est vrai, mais... Naturellement, je veux dire. Nous, on est obligés de bouger, tandis que ils marchaient au moins. On adapte son alimentation, on bouge moins, on mange moins aussi, on a moins faim forcément, on a moins de besoins. Le problème, c'est pas tellement le fait qu'on bouge moins, parce qu'on a aussi des possibilités de faire du sport, c'est plutôt qu'on mange une alimentation dégradée, des fromages industriels qui sont dégradés, du lait, des yaourts, des fromages blancs qui n'apportent plus ça à l'organisme. Donc on a besoin de manger plus sans arrêt parce qu'on a faim. Et en plus, ce qu'on rajoute dedans n'apporte pas, le calcium rajouté n'apporte pas la même chose qu'un calcium à l'état naturel. Ça, j'en ai discuté avec des scientifiques et je l'explique là-dedans, que le calcium à l'état gazeux, c'est-à-dire il y a deux sortes de calcium, il y a le sel de calcium et il y a le calcium à l'état gazeux, ce n'est pas du tout le même calcium. Et le plus intéressant, comme par hasard, c'est celui qui bouge avec les températures. Bon, on va essayer de ne pas pleurer. Merci Véronique. Et de boire du lait cru. Cru, bien sûr. Merci beaucoup.